Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On continue toujours dans le cours du rhumatisme articulaire aigu post-streptococcique. Dans cette partie, on va voir la clinique et le diagnostic. Vous allez trouver toujours tous les supports dans la description à télécharger. Je vous invite toujours, chers amis, à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas, un maximum de j'aime, un maximum de partage. Je veux que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, comment faire le diagnostic du rhumatisme articulaire aigu? Tout d'abord, premièrement, c'est l'interrogatoire, je répète, c'est l'arme du médecin. Donc, c'est la compétence que tout médecin doit acquérir. L'interrogatoire. Recherchez donc la notion d'angine qui a été non traitée ou insuffisamment traitée dans les 4 semaines précédentes. Donc, je répète, le rhumatisme articulaire aigu, c'est les conséquences tardives. Donc, c'est au-delà de 2 à 4 semaines d'une angine non traitée ou maltraitée. Et le diagnostic, il est posé sur les critères de Duquette et Jones. Il existe des critères majeurs et il existe des critères mineurs qui sont décrits par Duquette et Jones en 1944 et révisés en 1992. Comme critères majeurs que vous êtes censés, eh bien, je vous invite à les noter. Donc les critères majeurs, c'est la cardite, la polyarthrite, la chorée, lorsqu'elle existe, le Sydenheim, l'érythème marginé et les nodules sous-cutanés. Donc ça, c'est premièrement les critères majeurs. Les critères mineurs, on note la fièvre, l'arthralgie, l'augmentation des marqueurs inflammatoires, c'est la CRP et la vitesse de sédimentation, et un intervalle PR qui est allongé dans l'électrocardiogramme. Donc je répète, les critères majeurs, c'est la cardite, la chorée de Sydenheim, le nodule sous-cutané de Meynet. On va aborder ça avec détail juste dans un moment dans la clinique. La chorée et l'érythème marginé. Donc ça, ce sont les critères d'une manifestation clinique. Lorsque vous voyez de la cardite, la polyarthrite, l'atteinte de plusieurs artères, plutôt plusieurs articulations, la chorée de Sydenheim, l'érythème marginé et le nodule de Meynet. Donc ça, ce sont les critères majeurs. Donc, je répète, vous devez les garder par cœur. Les manifestations cliniques mineures, donc ça, c'est de la fièvre, les arthralgies, l'augmentation de l'inflammation qui est non spécifique, donc c'est la CRP et la VS, et un intervalle PR qui est allongé à l'électrocardiogramme. Il existe aussi des preuves ou bien des éléments qui sont témoignant d'une infection récente streptococcique. Toujours c'est du groupe bêta hémolytique du groupe A. Donc c'est la culture du gorge, un test antigénique rapide qui est positif ou bien l'ascension d'anticorps antistreptococciques. Donc ça, c'est les arguments qui vont poser le diagnostic d'une infection ou bien une séquelle post-streptococcique. Les critères majeurs, les critères mineurs, surtout affirmés par l'existence ou bien l'infection qui a été non ou maltraitée 2 à 4 semaines précédentes. Et là, vous allez poser votre diagnostic. Passons maintenant aux manifestations cliniques. Donc, on note premièrement, donc là, c'est les critères de Jones. J'espère que vous allez les noter par cœur. Là, les manifestations. On note en le rhumatisme articulaire aigu, premièrement, une polyarthrite, qui est un critère ou bien c'est une manifestation majeure. Je répète. Donc, la polyarthrite, là, les articulations, ils vont être touchées, tuméfiées. Donc là, c'est de l'inflammation. Ça nous fait appel à la rhumatologie. Les articulations vont être rouges, chaudes, douloureuse et impotente. C'est le tableau de la polyarthrite et je vous invite à consulter la polyarthrite. On a abordé ça avec détail dans la playlist de rhumatologie. Cette polyarthrite, elle est fugace, donc elle disparaît du jour au lendemain. Elle est migratrice. Je vous invite à noter les caractéristiques de la polyarthrite streptococcique. Elle est aussi migratrice. Elle passe d'une articulation à l'autre. Elle touche préférentiellement les grosses articulations comme le genou, le coude et les chevilles. Là, c'est une atteinte du genou.
Là aussi, vous voyez arthrite rhumatoïde au niveau du genou. Donc, vous voyez là, c'est l'épaississement de la synoviale, l'existence d'un épanchement et les signes, quand vous voyez là, le pincement de l'articulation, l'érosion du cartilage. Tout ça, c'est en faveur d'une inflammation ou bien d'une arthrite d'origine inflammatoire. Je répète toujours, différencier entre arthrite et arthrose. Ça, on avait déjà parlé dans la première partie. Donc, le premier signe à manifester, c'est la polyarthrite. Donc, notez-les bien, les caractéristiques. Elle est fugace, disparaît d'un jour au lendemain. Elle est migratrice. Insiste sur ce point-là, faites attention dans vos cas cliniques. Donc, une polyarthrite qui est migratrice avec la notion d'une angine maltraitée ou bien non traitée 2 à 4 semaines précédentes, c'est un critère majeur. Donc, faites attention dans vos cas cliniques. C'est un critère majeur d'une séquelle post-streptocoxique. Elle touche préférentiellement, je répète, les articulations du genou, du coude et de la cheville. Ça, c'est le premier signe majeur. Deuxième signe majeur, c'est l'érythème marginé de Besnier. Et le voilà. Ça, c'est de l'érythème marginal de Besnier. Je vous invite à noter tous les critères. L'aspect clinique, c'est primordial pour poser le diagnostic. Donc, c'est un exanthème rosé de couleur rose, taille qui est variable. Il va apparaître sur le tronc ou les racines du membre, avec un centre qui est pâle. Il est mieux illustré là. Donc, c'est un aspect rosé avec un centre qui est pâle. Vous le voyez clair et net à droite. Les bordures, ils sont surélevées. Et c'est pour cela qu'il a le nom serpigineuse. Donc, c'est un exanthème. Je répète, l'érythème marginé de Besnier, c'est un exanthème. Il touche le tronc et les racines du membre. Il a un centre pâle. Faites attention à la description clinique pour ne pas confondre avec d'autres exanthèmes ou bien d'autres érythèmes. Les bordures là, ils sont surélevés et c'est de là qu'il y a eu la nomenclature du érythème serpigineuse, donc érythème marginé de Besnier. Il est fugace aussi et il n'est ni prurigineux ni induré. Donc ça va faire la différence entre de multiples érythèmes. Je répète, l'érythème marginal de Besnier, il est non prurigineux, non induré. Il se situe au niveau du tronc et racines du membre et il a les bordures élevées avec un centre qui est clair. C'est au-delà qu'il y a eu la nomenclature de l'érythème de la forme serpigineuse. J'espère que vous avez noté ça en tête. C'est parmi les critères toujours majeurs du diagnostic. Passons au troisième critère majeur. Là, c'est le nodule sous-cutané de Ménet. Et là, vous voyez, ça c'est du nodule sous-cutané de Ménet, toujours dans les critères majeurs. Donc, ce sont des nodules qui sont fermes. Notez tous ces critères-là. Ils sont fermes, ils sont indolores. Il existe sur les faces de l'extension des articulations. Donc, là, dans l'illustration, c'est au niveau du coude, mais ils peuvent être aussi existantes au niveau de l'occiput et du dos. Donc, toute face d'extension d'un membre ou bien d'un segment du corps, elle peut être intéressée par le nodule cutané de Ménet. Et le voilà là dans l'illustration au niveau du coude. Troisièmement, le nodule sous-cutané de Ménet. Quatrième manifestation clinique qui est la plus grave, qui donne le taux de mortalité. On a parlé de ça précédemment dans la première partie, c'est la cardite. Donc la cardite là, c'est une inflammation du cœur et elle touche les 3 tuniques du cœur. Donc là, c'est pas seulement de la myocardite. Donc on parlera là, notez bien ce terme-là qui est en gras, c'est de la pancardite. Pancardite, elle va toucher tous les 3 tuniques du cœur. Mais souvent, une seule tunique qui est atteinte. Donc c'est le péricarde qui est atteint là, d'origine d'une péricardite qui est aiguë. Donc une seule tunique qui est touchée, en cas si le péricarde qui est le lieu de l'atteinte, donc là on note une péricardite aiguë. Si l'atteinte c'est au niveau du myocarde, on notera là de la myocardite aiguë, qui va se manifester par une insuffisance cardiaque, une dilatation ventriculaire, des troubles du rythme, de la conduction en électrocardiogramme et une hypokinésie globale
surtout au niveau du ventricule gauche. Et si l'endocarde qui est atteint là, donc trois localisations, soit du péricarde, soit du myocarde, soit de l'endocarde qui est la plus grave. Et là, on va noter l'atteinte des valves qui est malheureusement irréversible. Donc, je répète, la cardite, c'est une atteinte inflammatoire, peut toucher tous les tuniques. Faites attention, c'est fréquemment une seule tunique, mais elle peut toucher les trois tuniques. Donc ça, c'est de la pancardite. On parlera de pancardite. Mais généralement, on a une seule atteinte d'une seule tunique, soit du péricarde. Là, on va parler d'une péricardite aiguë. Plus profondément, le myocarde peut être atteint par cette réaction inflammatoire. Là, on va parler de la myocardite. Inflammation du myocarde, et elle va se manifester par une dilatation du ventricule gauche, surtout trouble de conduction, trouble de rythme, avec une hypokinésie globale. Et le troisième cas, la troisième clinique, l'endocarde, pas plus grave. Donc là, on peut noter une atteinte des valves. Là, on va parler de valvulite qui est à l'origine d'une régurgitation mitrale ou aortique. Donc ça, c'est de la cardiologie. Les atteintes les plus fréquemment répandues dans le rhumatisme articulaire aigu, les plus vulnérables, c'est les valves aortiques et mitrales. C'est surtout ces deux qui sont atteintes. Surtout la valve aortique, elle est souvent atteinte, plus fréquemment atteinte en cas de rhumatisme articulaire aigu post-streptococcique. Donc là, l'atteinte de cette dernière tunique, elle est très sévère. Là, c'est l'atteinte valvulaire, elle est irréversible et elle devient avec le temps. Et les récidives vont causer là l'irréversibilité de ces valves-là et l'insuffisance cardiaque. Donc les sténoses se développent sur plusieurs années après suite d'un processus de cicatrisation qui va entraîner une soudure de ces commissures-là. Donc les valves vont être atteintes, vont être détruites ou bien sténosées par l'inflammation qui est à répétition. Et là, on va noter les critères de cardite. Donc, il existe 3 degrés de sévérité dans ces lésions-là. Une cardite légère. Donc, lorsque l'atteinte est légère, là, on va noter un souffle qui est discret. Donc, si vous vous souvenez de la sémiologie, un souffle, c'est le passage du sang à travers un orifice qui est rétréci ou bien rétréci. Donc là, il existe une soudure ou bien de la sténose des valves. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter là un souffle qui est discret. Nous sommes dans la cardite dite légère. Le cœur, il va être non dilaté. Donc, le cœur, il est plus ou moins sain. Une péricardite qui est isolée. Donc, une seule tunique qui a été atteinte. Heureusement, la tunique, là, elle est supérieure ou bien externe. Donc, ça, c'est seulement sur du péricarde. On va noter une péricardite isolée. Donc, ça, c'est la cardite légère. Deuxième cas, la cardite dite modérée. Donc, le souffle là va être intense. Donc, la sténose ou bien la sténose des valves, la soudure des valves, elle est plus importante. Là, on va noter un souffle intense qui est persistant après la crise. Et on note une cardiomégalie, mais cette fois-là, elle est discrète. Donc, un index cardiothoracique, il est inférieur à 0,55. Donc, une cardiomégalie, mais légère. Normalement, un indice cardiothoracique à l'état physiologique, c'est inférieur à 0,50. Dans ce cas-là, d'une inflammation ou bien d'une cardite modérée, on note là une cardiomégalie discrète. Donc, c'est un indice cardiothoracique, mais qui est inférieur à 0,55. En cas du cardite sévère, malheureusement, on notera du régurgitation mitrale ou des régurgitations aortiques à gros débit. Et dans ce cas-là, on note une cardiomégalie atroce, donc un indice cardiothoracique supérieur à 0,55. Donc si on récapitule les signes majeurs, c'est les polyarthrites, je répète, d'origine inflammatoire, migratrice, qui apparaissent au niveau du genou et du coude. On note aussi l'érythème de Besnier, donc l'érythème serpigineux. J'espère que vous avez noté tous les critères de la description de l'érythème. On note aussi les nodules sous-cutanés de Ménet, toujours dans les manifestations majeures, et la cardite
critères de gravité selon les 3 degrés, cardite légère, cardite modérée ou cardite sévère. Là, on est en train de parler du pancardite. Faites attention, elle peut toucher tous les tuniques. Mais généralement, souvent, une seule tunique qui est atteinte, soit c'est du péricarde externe, soit c'est du myocarde pour la lésion grave. C'est l'endocarde et ça va donner de la valvulite. C'est la valve mitrale qui est souvent atteinte et surtout la valve aortique. Et en cas d'une cardite sévère, on va noter des régurgitations mitrales, aortiques, à gros débit avec un indice cardio-thoracique, une cardiomégalie sévère, un indice cardio-thoracique supérieur à 0,55. Dernier critère majeur, c'est la chorée de Sydenham. Donc, là, vous voyez un indice cardio-thoracique qui est augmenté. Là, c'est là les valves qui sont atteintes. Un indice cardio-thoracique, là, c'est élevé, c'est supérieur à 0,55. C'est pas discret. Et là, c'est la chorée de Sydenham. Donc, c'est une parmi les manifestations, ou bien parmi les manifestations majeures. C'est une manifestation tardive du rhumatisme articulaire aigu. Ce sont des mouvements amples, rapides, involontaires. Je vous invite à consulter le cours de la choré. Il est toujours disponible. Donc, c'est du syndrome extra-pyramidal. Il est toujours disponible dans la playlist de neurologie pour mieux comprendre. Donc là, ce sont des mouvements anormaux, brutaux, rapides, involontaires, non coordonnés. C'est mieux illustré à droite. Du tronc et des membres, il est souvent associé à une faiblesse musculaire et une labilité émotionnelle. Donc, les critères majeurs, si on récapitule, faites attention, c'est la polyarthrite, l'érythème margineux de Besnier, gardez-le en tête par cœur, les nodules sous-cutanés de Ménez, la cardite, on avait parlé avec détail, et dernièrement, c'est la chorée de Sydenham qui va manifester, bien sûr, des manifestations, qui va témoigner des manifestations d'ordre neurologique. Donc, j'espère que c'est clair pour les critères majeurs de diagnostic. Il nous reste les critères mineurs. Donc là, on va noter une fièvre. Donc la fièvre là, elle est modérée, mais elle est persistante. Elle réapparaît 2 à 3 semaines après l'angine streptococcique. Donc si on vous pose la question, toujours faites attention dans vos cas cliniques. Toute fièvre qui survient après un intervalle de 2 jusqu'aux 4 semaines après une infection streptococcique qui est non ou mal traitée, vous allez suspecter là du rhumatisme articulaire aigu, mieux traité qu'avoir une valvulite ou bien une endocardite. Les signes mineurs, c'est la fièvre premièrement. Les arthralgies, ce sont des douleurs articulaires, mais qui sont non accompagnées de la triade inflammatoire classique. Donc ce sont des arthralgies isolées. Un bilan inflammatoire qui est accéléré toujours dans l'inflammation, c'est de la CRP, et l'accélération de la vitesse de sédimentation. Donc, elle est supérieure ou égale à 50 minutes dans la première heure. Et elle peut atteindre les 3 chiffres, comme on avait dit précédemment dans la première partie. Et c'est un témoin de l'inflammation, mais faites attention, elle n'est pas spécifique à la polyarthrite ou au rhumatisme articulaire. Une inflammation, mais elle n'est pas spécifique. Donc, la vitesse de sédimentation est bien sûr une CRP qui est élevée. Donc, la présence du protéine C réactive dans le sérum qui va témoigner de l'inflammation. Troisième critère mineur, c'est l'élargissement de l'intervalle PR. Allongement de l'intervalle PR qui est supérieur à 0,16 secondes. Donc, c'est un trouble de rythme ou de repolarisation. Donc, c'est la phase diastolique. On va voir tout ça avec détail dans la playlist d'interprétation d'un électrocardiogramme. La radiologie de thoracique de face, ça va nous montrer cardiomégalie, la péricardite. L'échocardiographie peut nous montrer ou bien peut confirmer et préciser le type de la cardite. Pour mieux confirmer le diagnostic, on peut faire le recours à la radiographie qu'on avait vue précédemment. Un indice cardiothoracique supérieur à 0,55. L'échographie peut affirmer et confirmer la cardite.
Là, c'est la radiographie et une cardiomégalie massive. C'est supérieur à 0,55, bien sûr. Une cardiomégalie atroce. Là, c'est la péricardite, l'épanchement péricardique en cas d'atteinte péricardique, la tunique externe. Là, on note l'échocardiographie qui va donner, bien, c'est un écho-cœur qui nous montre les valves qui sont atteintes. Et vous voyez là la valve mitrale qui va apparaître sténosée dans l'échocardiographie. D'autres examens peuvent nous confirmer le diagnostic, c'est les examens bactériologiques. C'est la culture de prélèvement de gorge, mais malheureusement, elle est rarement positive. Et un test d'identification rapide aux antigènes streptococciques, mais qui ne sont pas majeurs, comme je répète, les critères majeurs qu'on a cités premièrement. On revient toujours au tableau de classification de Jones. Donc les critères majeurs, cardite, polyarthrite, la chorée, l'érythème margini-serpigineux et le nodus sous-cutané de Ménette, suivi par la fièvre, les arthralgies et le bilan inflammatoire. Les éléments d'orientation, ils sont des éléments d'orientation bactériologique ou bien les témoins d'une infection streptococcique précédente sont rarement positifs, mais ils sont utiles. Donc, en cas un test rapide streptococcique peut utiliser dans le dépistage. Avant de conclure, on va voir quelques examens paracliniques qui peuvent nous aider pour poser le diagnostic de du rhumatisme articulaire aigu post-streptococcique. Donc, c'est l'élévation des anticorps anti-streptococciques. Et on a deux. On a l'ASLO, notez-le bien, et l'anti-DNase B. Donc, premièrement, dans le rhumatisme articulaire aigu post-streptococcique, on note l'augmentation des ASLO. C'est la l'anti-streptolysine O. Notez bien ce terme-là. C'est fréquemment posé comme question d'examen. Donc, apparaissent dans le sérum 10 jours après l'infection streptococcique. Et elle va atteindre le pic pendant 3 semaines. Puis, elle va rechuter de 6 à 8 semaines. Donc, on a géré le seuil de positivité, c'est à partir de 400 unités. Donc, si vous avez des ASLO qui sont élevés au-delà de 400 unités après une infection streptococcique, donc vous pouvez là poser le diagnostic. Ce sont des critères d'orientation vers un rhumatisme articulaire aigu. En cas de négativité, le test doit être renouvelé 15 jours plus tard. Donc, ce n'est pas des critères de certitude, mais sont des critères d'orientation. Donc, un bilan inflammatoire, je répète, vitesse de sédimentation élevée, un bilan bactériologique, la culture, ou bien la mise, l'identification des antigènes streptococciques qui sont de l'ASLO et l'anti-DNase. Donc, l'ASLO, il va apparaître en 3 semaines, chuter de 6 à 8. Le taux, ou bien le seuil de positivité, c'est de 400 unités. Et en cas de négativité, on va renouveler ce test-là 15 jours plus tard. Le deuxième marqueur, là, c'est l'anticorps anti-DNase B. Donc, anticorps anti-désoxyribonucléase B, qui va apparaître dans les sérums dans 4 semaines. Donc, là, cela va apparaître pendant la 3e semaine. Anti-DNase B, il va apparaître dans le sérum dans la 4e semaine après l'infection. Et il va atteindre le pic entre 6 et 8 semaines et il va chuter lentement, généralement, dans un an. Donc le but de cette partie, j'espère que vous allez garder en tête l'aspect des critères, surtout majeurs. Critères de Jones, les critères mineurs, ils sont présents là, mais ils sont non spécifiques. Et surtout, les critères bactériologiques aussi qui vont témoigner d'une infection streptococcique précédente. C'est le test de Taslo et de anti-DNase B. Donc ça, c'est tout pour cette deuxième partie. On va conclure ce cours prochainement. On va voir les formes cliniques et la prise en charge et de la prophylaxie primaire, secondaire et tertiaire. Merci pour votre attention, chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement. Bon courage dans vos préparations et à la prochaine.